Imaginez une ville où les avenues rivalisent avec celles de Paris. Des théâtres opulents, des palais de marbre et une richesse si insolente que l'expression riche comme un Argentin est sur toutes les lèvres en Europe. Nous sommes à Buenos Aires en 1913. L'Argentine est la septième puissance économique mondiale. Son revenu par habitant dépasse celui de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. C'était une terre promise, un aimant pour des millions d'immigrants en quête d'une vie meilleure. Maintenant, avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Le pays enchaîne les crises, l'inflation atteint des sommets à 3 chiffres et près de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Comment une nation si prometteuse a-t-elle pu tomber si bas? Comment a-t-elle pu perdre un siècle de progrès? Ce n'est pas une simple histoire de malchance. C'est l'histoire d'un suicide économique, une série de choix délibérés qui ont créé la recette parfaite pour le désastre. Et le plus effrayant, c'est que les ingrédients de cette recette se retrouvent aujourd'hui dans de nombreux autres pays. Pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre l'ascension. À la fin du 19e siècle, l'Argentine est une star de la première mondialisation. Ces vastes plaines fertiles, la Pampa, en font le grenier du monde. Le pays exporte massivement de la viande, du blé et du maïs vers une Europe en pleine révolution industrielle. Les capitaux étrangers, principalement britanniques, affluent pour construire des chemins de fer et des ports. C'est la belle époque argentine. L'argent coule à flot, mais il ne profite pas à tout le monde. La richesse a été concentrée entre les mains d'une petite oligarchie de grands propriétaires terriens. Le pays exporte des matières premières, mais n'investit que très peu dans sa propre industrie. C'est un colosse aux pieds d'argile, un géant agricole dont la fortune dépend entièrement des caprices du marché mondial. Cette dépendance mortelle sera le péché originel, la faille sismique, qui, des décennies plus tard, fera s'effondrer tout l'édifice. Le premier domino tombe en 1929 avec le krach de Wall Street. La Grande Dépression ravage l'économie mondiale. Les pays européens se referment sur eux-mêmes, les prix des matières premières s'effondrent. Pour l'Argentine, c'est un cataclysme. Son modèle économique, basé sur l'exportation, est anéanti. Le chômage explose, la misère s'installe dans les villes. Cette crise économique provoque une crise politique. En 1930, l'armée prend le pouvoir. C'est le premier d'une longue série de coups d'État qui marqueront le XXe siècle argentin. Cette instabilité politique chronique va devenir la deuxième grande maladie du pays. Car comment construire une économie solide quand les règles du jeu changent de tous les 5 ans? Chaque nouveau gouvernement, civil ou militaire, défait ce que le précédent a fait, empêchant toute vision à long terme. Le pays entre dans sa décennie infâme, une période de fraude électorale, de corruption et de nationalisme économique forcé. Face à la fermeture des marchés mondiaux, l'Argentine est forcée de se réinventer. Elle adopte une stratégie appelée industrialisation par substitution aux importations. L'idée est simple. Puisque nous ne pouvons plus acheter de produits manufacturés à l'étranger, produisons-les nous-mêmes. Des barrières douanières sont érigées pour protéger les nouvelles usines nationales de la concurrence. Sur le papier, le plan semble logique. Il permet de créer des emplois et de réduire la dépendance du pays. Mais dans la pratique, cette industrialisation se fait sous cloche. Protégées de toute compétition, les entreprises argentines deviennent inefficaces et peu innovantes. Elles produisent des biens de qualité médiocre à des prix élevés pour le consommateur local. L'État subventionne massivement ces industries, creusant un déficit budgétaire qui deviendra vite incontrôlable. C'est le début d'une autre addiction argentine, celle de la dépense publique financée non pas par les impôts, mais par la planche à billets. C'est dans ce contexte de bouleversement qu'un homme va changer le destin de l'Argentine pour toujours. Juan Domingo Perón. Militaire charismatique, il arrive au pouvoir en 1946. Perón comprend mieux que personne les frustrations de la nouvelle classe ouvrière urbaine. Il leur offre des salaires plus élevés, des congés payés, des retraites, des droits syndicaux. Il se présente comme le défenseur des descamisados, les sans-chemises, contre l'oligarchie et l'impérialisme étranger. Son mouvement, le péronisme, est un mélange unique de nationalisme, de justice sociale et d'autoritarisme. Il nationalise les chemins de fer, les téléphones, le gaz et prend le contrôle du commerce extérieur. L'État devient omniprésent, l'arbitre de toute la vie économique. Pour des millions d'Argentins, Perón est un héros, un sauveur qui leur a donné une dignité. Mais cette politique a un coût exorbitant, un coût que l'Argentine paiera pendant des décennies. Pour financer sa révolution sociale, Perón puise dans les réserves accumulées pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'argent s'épuise vite. Il se tourne alors vers le secteur le plus productif du pays, l'agriculture. Il impose des prix d'achat très bas aux agriculteurs et revend leurs récoltes beaucoup plus chères sur le marché mondial. La différence lui permet de subventionner l'industrie et les programmes sociaux. C'est un transfert massif de richesses de la campagne vers la ville. Cette politique décourage complètement les agriculteurs.
Pourquoi produire plus si l'État confisque la majorité de vos profits? La production agricole, moteur historique de la richesse argentine, commence à stagner puis à décliner. Perón est en train de scier la branche sur laquelle le pays est assis. Pour continuer à dépenser, il n'a plus qu'une seule solution, faire tourner la planche à billets. L'inflation, qui était quasi inexistante, commence son ascension inexorable. En 1955, un coup d'État militaire renverse Perón qui part en exil. Mais son héritage est indestructible. Le péronisme n'est plus seulement un parti politique, c'est une culture, une identité. Le pays est désormais profondément divisé entre péronistes et anti-péronistes. Cette fracture va paralyser la vie politique pendant 30 ans. S'ouvre alors une période de chaos, un cycle infernal de gouvernements civils faibles et de dictatures des militaires brutales. L'économie suit ce rythme erratique, c'est le fameux « stop and go ». Un gouvernement tente de stabiliser l'économie avec des mesures d'austérité, provoquant une récession et des troubles sociaux. Il est alors renversé par un autre gouvernement qui relance la dépense publique et l'impression monétaire, créant une brève euphorie suivie d'une inflation encore plus forte. L'Argentine s'enfonce dans l'instabilité, incapable de définir un cap économique clair. Personne n'investit sur le long terme dans un pays aussi imprévisible. Chaque crise économique renforce un peu plus le rôle de l'État et des syndicats péronistes qui s'opposent à toute réforme structurelle. Le pays se replie sur lui-même, son industrie protégée reste inefficace. Pendant ce temps, le reste du monde avance. Dans les années 60, bien des pays comme le Japon, l'Allemagne ou même le voisin brésilien connaissent une croissance spectaculaire. L'Argentine, elle, stagne. Son économie est un champ de bataille idéologique. D'un côté, les libéraux qui prônent l'ouverture au marché mondial, de l'autre, les nationalistes qui défendent le modèle protectionniste. Aucune des deux visions ne parvient à s'imposer durablement. Le pays vit au-dessus de ses moyens et le déficit budgétaire devient un monstre impossible à maîtriser. Pour le financer, la Banque centrale argentine ne cesse d'imprimer des pesos. La monnaie nationale perd progressivement toute sa valeur et surtout la confiance de sa propre population. Les Argentins apprennent à penser dans une autre monnaie, le dollar américain. En 1976, face à une crise économique et une violence politique extrême, l'armée prend à nouveau le pouvoir. C'est le début de la dictature la plus sanglante de l'histoire du pays, le processus de réorganisation nationale. Sur le plan politique, c'est une terreur d'État, avec des dizaines de milliers de disparus. Sur le plan économique, le régime tente une thérapie de choc libéral radicalement opposée au péronisme. Le ministre de l'économie, José Alfredo Martínez de Hoz, ouvre le pays aux importations et aux capitaux étrangers. Son objectif est de mettre fin à l'inflation et de moderniser une industrie jugée archaïque. Pour cela, il met en place un mécanisme pervers appelé la tablita. Le gouvernement annonce à l'avance un calendrier de dévaluation du peso par rapport au dollar de plus en plus lent. L'idée est de casser les anticipations d'inflation. Mais cela va créer une bulle spéculative gigantesque et mortelle. La tablita rend le peso artificiellement fort. Il devient extrêmement rentable pour les entreprises et les banques argentines d'emprunter des dollars à l'étranger à des taux d'intérêt bas, de les convertir en pesos et de les placer sur le marché local à des taux très élevés. C'est de l'argent facile, un profit garanti par l'État. Une frénésie d'endettement s'empare du pays. La dette extérieure de l'Argentine explose, passant de 8 à 45 milliards de dollars en quelques années. Cet afflux de dollars finance une bulle de consommation. Les Argentins s'achètent des produits importés bon marché. Ils ont l'illusion d'être riches, mais ce modèle est une bombe à retardement. L'industrie nationale, incapable de concurrencer les importations, est détruite. Quand la bulle éclate au début des années 80, c'est la catastrophe. L'État doit reprendre à son compte les dettes privées des entreprises en faillite. Le pays est ruiné et endetté pour des générations. Acculée, la dictature tente une fuite en avant désespérée. En avril 1982, elle envahit les îles Malouines, un territoire britannique revendiqué par l'Argentine. Le régime espère qu'une victoire militaire unira la nation et fera oublier le désastre économique. C'est un échec cuisant. La défaite militaire entraîne la chute de la dictature. En 1983, la démocratie est de retour, mais elle hérite d'un pays traumatisé et d'une dette extérieure impayable. Le nouveau président, Raúl Alfonsín, est confronté à une mission impossible. Il doit gérer l'héritage des crimes de la dictature tout en essayant de stabiliser une économie en ruine. Le service de la dette absorbe toutes les ressources du pays. Sans argent pour investir, l'économie stagne et l'inflation, toujours elle, repart de plus belle. Le gouvernement tente plusieurs plans de stabilisation, crée même une nouvelle monnaie, l'austral. Rien n'y fait.
À la fin des années 80, le monstre de l'inflation échappe à tout contrôle. Il se transforme en hyperinflation. C'est un cauchemar au quotidien, les prix changent de plusieurs fois par jour, un salaire reçu le matin a déjà perdu une partie de sa valeur le soir. Les gens se ruinent dans les supermarchés pour dépenser leur argent avant qu'il ne vaille plus rien. L'économie est paralysée, plus personne n'accepte la monnaie nationale. Le troc refait son apparition. En 1989, l'inflation atteint près de 5000%. Le pays est au bord de la guerre civile. Des supermarchés sont pillés. Cette expérience traumatisante va graver dans l'esprit des Argentins une peur panique de l'inflation et une haine profonde pour leur propre monnaie. C'est ce traumatisme qui va ouvrir la voie à une expérience économique encore plus radicale et, à terme, encore plus destructrice. C'est alors qu'arrive un nouveau sauveur providentiel, Carlos Menem. Ironiquement, il est élu sous la bannière du parti péroniste, mais, une fois au pouvoir, il applique un programme économique ultralibéral, à l'opposé de la tradition de son mouvement. Son ministre de l'économie, Domingo Cavallo, a une idée de génie pour tuer l'hyperinflation, la loi de convertibilité. En 1991, il fixe par la loi le taux de change. Un peso vaudra désormais exactement $1 américain. Et la Banque centrale a l'interdiction formelle d'imprimer des pesos si elle n'a pas $1 en réserve pour le garantir. C'est une camisole de force monétaire. D'un seul coup, la planche à billets est mise à l'arrêt. L'effet est miraculeux. L'inflation s'arrête net. La confiance revient. Les Argentins ont l'impression d'avoir une monnaie aussi solide que le dollar. Une nouvelle décennie d'illusions commence. Pour que la convertibilité fonctionne, il faut faire rentrer des dollars dans le pays. Menem lance alors un programme massif de privatisation. La compagnie aérienne, la compagnie pétrolière, les télécoms, l'électricité, les retraites, tout est vendu à des investisseurs étrangers. Ces ventes rapportent des milliards de dollars qui alimentent les réserves de la Banque centrale et soutiennent le peso fort. Le pays s'ouvre complètement aux capitaux internationaux. L'Argentine redevient la coqueluche des investisseurs de Wall Street. C'est le retour de la fête. Le crédit est abondant, la consommation explose, les Argentins peuvent de nouveau voyager et s'acheter des produits importés. Buenos Aires retrouve son lustre. Les médias internationaux parlent du miracle argentin. Mais sous la surface, les fondations de l'économie se fissurent à nouveau. Le pays vit une fois de plus à crédit, s'endettant massivement en dollars pour maintenir l'illusion. Le problème fondamental de la convertibilité, c'est qu'elle rend l'économie argentine extrêmement chère et rigide. Avec un peso qui vaut $1, les produits argentins sont trop chers pour être exportés. Inversement, les produits importés sont très bon marché. L'industrie nationale, qui avait à peine survécu à la dictature, est cette fois-ci achevée. Des usines ferment par milliers, le chômage atteint des niveaux records. De plus, le pays perd toute flexibilité. Si un choc économique externe survient, comme la crise asiatique de 1997 ou la dévaluation du réal brésilien en 1999, l'Argentine ne peut pas ajuster sa monnaie. Elle ne peut pas dévaluer pour redevenir compétitive. La seule variable d'ajustement, c'est l'économie réelle, les salaires et l'emploi. Le pays entre en récession, mais il est prisonnier de son ancre au dollar. À la fin des années 90, le piège se referme. La récession s'aggrave, les rentrées fiscales s'effondrent, mais le gouvernement doit continuer à payer les intérêts de sa dette colossale libellée en dollars. Pour joindre les deux bouts, il doit emprunter encore plus à des taux de plus en plus élevés, car les investisseurs commencent à douter de sa solvabilité. Le Fonds monétaire international, le FMI, accorde des prêts massifs à l'Argentine, mais exige en retour des politiques d'austérité drastiques, coupe dans les dépenses publiques, baisse des salaires et des retraites. Ces mesures ne font qu'aggraver la récession, créant un cercle vicieux. L'austérité réduit l'activité économique, ce qui réduit les recettes de l'État, ce qui l'oblige à couper encore plus dans les dépenses. Le pays est pris dans une spirale mortelle. La confiance dans le système s'évapore. Tout le monde sent que la fin est proche. Les Argentins, sentant la catastrophe arriver, se précipitent dans les banques pour retirer leurs économies et les convertir en dollars. C'est une fuite massive de capitaux qui vide les réserves de la Banque centrale. Pour stopper l'hémorragie, en décembre 2001, le gouvernement prend une décision fatale. Il impose le corralito. Les retraits bancaires sont sévèrement limités. Les gens ne peuvent de plus accéder à leur propre argent. C'est la trahison ultime. La population, qui avait fait confiance au système, qui avait épargné en pesos en croyant à la promesse du 1 pour 1, se retrouve piégée. La colère explose. Des millions de personnes descendent dans la rue en tapant sur des casseroles. Les manifestations deviennent des émeutes. La classe moyenne, ruinée, rejoint les chômeurs et les pauvres. Le slogan « Que se vaillant todos », qu'ils s'en ailleraient tous, résonne dans tout le pays. La situation devient incontrôlable. Face à la violence des émeutes,
le président de la Rúa s'enfuit du palais présidentiel en hélicoptère. C'est une image qui fera le tour du monde, le symbole de l'effondrement total de l'État. Dans les 2 semaines qui suivent, l'Argentine voit se succéder 5 présidents différents. Le chaos est total. Finalement, le nouveau gouvernement déclare le plus grand défaut de paiement de l'histoire sur sa dette souveraine. Plus de 100 milliards de dollars. La loi de convertibilité est abandonnée. Le peso est dévalué brutalement. En quelques jours, il perd les 2/3 de sa valeur par rapport au dollar. Pour ceux qui avaient des dettes en dollars mais un salaire en pesos, c'est la ruine. Pour ceux qui avaient une épargne en pesos, c'est l'expropriation. Le pays est à genoux, le taux de pauvreté dépasse les 50%. Le miracle argentin s'est transformé en cauchemar. Après le chaos, vient une période de reconstruction inattendue. L'Argentine est coupée des marchés financiers internationaux. Elle ne peut plus emprunter. Paradoxalement, c'est une chance. Elle est forcée de vivre selon ses moyens. La dévaluation massive a rendu ses exportations à nouveau compétitives. Et surtout, le pays profite d'un coup de chance extraordinaire. Le boom mondial des matières premières tiré par la demande chinoise. Les prix du soja, dont l'Argentine est un grand producteur, s'envolent. Les dollars rentrent à nouveau dans le pays, non pas par la dette, mais par le commerce. C'est dans ce contexte que Néstor Kirchner, un péroniste de gauche, arrive au pouvoir en 2003. Il mène une renégociation très dure de la dette, imposant une décote de plus de 70% aux créanciers. L'économie argentine connaît une croissance spectaculaire pendant plusieurs années. L'ère des Kirchner, Nestor, puis sa femme Cristina, marque un retour en force de l'interventionnisme de l'État. Ils augmentent les dépenses sociales, les subventions à l'énergie et au transport, et renationalisent certaines entreprises privatisées dans les années 90. Pendant un temps, grâce à la manne du soja, ce modèle semble fonctionner. Mais les vieux démons argentins ne sont jamais loin. Le gouvernement utilise les recettes exceptionnelles pour financer des dépenses courantes au lieu d'investir sur le long terme. Les subventions créent des distorsions énormes dans l'économie. Et pour financer un État toujours plus dépensier, le gouvernement se remet à faire ce qu'il sait faire de mieux. Faire tourner la planche à billets de la Banque centrale. L'inflation, que l'on croyait vaincue, repart progressivement. Les statistiques officielles sont même manipulées pour cacher l'ampleur du phénomène. Lorsque le boom des matières premières se termine, vers 2011, le modèle Kirchner montre ses limites. Les recettes de l'État baissent, mais les dépenses, elles, ne peuvent pas être réduites. Le déficit budgétaire se creuse à nouveau. Le gouvernement instaure un contrôle d'échange strict pour empêcher la fuite des dollars, ce qui crée un marché noir florissant. L'économie stagne. En 2014, l'Argentine fait à nouveau défaut sur une partie de sa dette, suite à un litige avec des fonds vautours. Le cycle se répète. Le gouvernement libéral de Mauricio Macri, élu en 2015, tente une nouvelle ouverture économique et un retour sur les marchés de la dette. Il s'endette massivement en dollars, mais une nouvelle crise de confiance en 2018 fait exploser le peso et replonge le pays dans la récession. Le FMI doit à nouveau intervenir avec un prêt record de 57 milliards de dollars. Le retour des péronistes au pouvoir en 2019 ne change rien à la trajectoire. La pandémie aggrave la situation, la dette est restructurée une nouvelle fois, la planche à billets tourne à plein régime pour financer les aides sociales. L'inflation devient à nouveau incontrôlable, dépassant les 100% par an. C'est l'histoire d'un éternel recommencement. 100 ans après avoir été l'une des nations les plus riches du monde, l'Argentine est prise au piège. Le piège du populisme qui promet des solutions faciles à des problèmes complexes. Le piège de la dépendance aux matières premières. Le piège d'une instabilité politique qui empêche toute réforme durable. Et surtout, le piège d'une société qui a perdu confiance en sa monnaie, en ses institutions et en son propre avenir. Chaque génération d'Argentins a vu son épargne balayée par une crise, créant une culture de la méfiance et du court-termisme. Alors, que nous apprend l'histoire de l'Argentine ? Elle nous montre qu'être doté de ressources naturelles abondantes n'est pas une garantie de prospérité. La richesse est une chose fragile qui se construit sur des institutions solides, une monnaie stable et une vision à long terme. L'Argentine est l'exemple parfait de la façon dont le populisme de gauche comme de droite peut détruire une économie en sacrifiant le futur pour des gains politiques immédiats. C'est un avertissement pour toutes les nations qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui comptent sur la dette ou la planche à billets pour résoudre leurs problèmes structurels. Aujourd'hui, avec l'élection d'un président ultralibertaire comme Javier Milei qui promet une thérapie de choc, l'Argentine est à un nouveau carrefour. Est-ce le début d'une véritable rupture avec le passé ou juste un nouvel épisode extrême dans le cycle sans fin de la crise ? L'histoire seule le dira. Mais une question demeure, l'Argentine peut-elle enfin briser le cycle de 100 ans d'échecs ou est-elle condamnée à répéter indéfiniment ses propres erreurs ? Partagez votre analyse dans les commentaires.